Je suis fier d'être le président des travailleurs, pas des délocalisateurs. Le président qui défend Main Street, pas Wall Street. Qui protège la classe moyenne, pas une classe politique. Et qui défend l'Amérique, pas les tricheurs commerciaux du monde entier. Ce sont des tricheurs commerciaux. Ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés avec des droits de douane. Ils ont volé notre argent. Ils ont volé nos emplois. Voilà, et les réactions se multiplient à l'instant. Le gouverneur de la Banque de France qui salue une décision positive. Lisez aussi ce qu'il dit sur un ton apparemment badin. C'est le moment idéal pour transférer votre entreprise aux États-Unis. 0 droit de douane, n'attendez plus, faites-le maintenant. Il dit aussi, soyez cool. Restez cool, tout ira bien. Les États-Unis seront plus grands et meilleurs que jamais. Soyons cool, nous aussi. Soyons cool. Franchement, il y a des fissures. Vous n'avez pas parlé de Musk. Si, moi je l'ai qui a cité. fait l'éloge du libre-échange via la petite histoire du crayon, qui est le symbole de l'éloge du libre-échange, qui a taclé Navarro, qui est le grand pontre du protectionnisme. Ça prouve qu'il se passe quelque chose, quand même. Et nous, Français, il faut qu'on aille faire l'éloge du libre-échange aux États-Unis. Ils viennent bien faire de l'ingérence politique sur le soutien à l'extrême droite allemande. On va aller aux États-Unis prôner le libre-échange. Mais quand je dis qu'il faut être calme, vous connaissez l'histoire un Français, un Chinois et un Américain frottent une lampe ensemble, puis il y a un joli génie qui sort et qui dit « Je vais exaucer un vœu pour chacun ». Alors, l'Américain, qu'est-ce que tu veux ? Je veux l'extermination de la Chine. Le Chinois, qu'est-ce que tu veux ? Je veux l'anéantissement des États-Unis. Et vous, le Français, qu'est-ce que vous voulez ? Au moins un café. Exaucez d'abord le vœu de ce monsieur. Donc restons cool. Attendons de voir ce qui va se passer. Alain Madelin, a-t-il, lui, des raisons de rester cool ? Hier, avec François Langlais, on essayait de lister les buts de Trump. Quel est son plan ? Faire baisser le dollar pour exporter. Il a réussi à faire baisser le dollar relativement. Ça n'a rien à voir. Augmenter les recettes pour baisser les impôts. On verra si c'est le cas, mais pour l'instant, la bourse américaine, c'est celle qui lui importe. C'est pas la bourse à Shanghai pour l'instant. La bourse américaine salue quand même ce qui est en train de se passer. Et affaiblir la Chine, ils ont perdu il ouvre un bras de fer avec la Chine. Certains disent, François Langlais dit par exemple, attention, il a un plan et pour l'instant il le suit. J'ai écouté François Langlais dire ça. Je ne pense pas qu'il ait raison. Mais en tout cas, sur le troisième but, affaiblir la Chine, je ne parierai pas cher sur le fait que ce soit finalement les États-Unis qui écrasent, pour reprendre le terme d'Alain Madelin, la Chine. Vous savez, il se passe quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le fait qu'un certain nombre de bons du trésor détenus par les Chinois commencent à larguer des bons du trésor américains. On passe dans autre chose. Alain Madelin a prononcé le mot tout à l'heure. Il y a l'économie, mais il y a aussi la finance. Et quand la finance commence à être bousculée, on ne sait pas dans quel univers on en passe. Dans quelques instants, on entendra en direct Donald Trump, et notamment là-dessus, notamment sur la suite de son plan, s'il y a un plan, et notamment le rapport de force avec la Chine. Regardez l'image, ce sera en direct dans quelques instants, et évidemment, on le suivra ici même. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit Donald Trump qui sort du bureau ovale. Voilà, il est en train de sortir, on verra. Dès qu'il prend la parole, évidemment, on le suivra ici même en direct. Que peut faire la France ? La France a son plan. On a entendu Éric Lombard ici même, la France et l'Europe. On peut voir peut-être même ce que représente ce plan portant sur 20 milliards de marchandises ciblées. Il y a 90 jours pour négocier. Voilà. Sur quoi on va négocier en partie le bœuf du Nebraska. Là, on entre vraiment dans le détail. Le Black Angus, je ne sais pas si vous êtes amateur, mon cher Alain Madelin. Les pièces automobiles du Michigan, le tabac du Kentucky. Le voilà, Donald Trump qui va s'approcher, qui va prendre la parole donc dans quelques instants. Quand on voit la liste de ces quelques produits français, sur lesquels, de ces produits américains importés en France, sont-ils, d'après vous, de nature à impressionner Trump ? Est-ce que Trump, son équipe, avant de prendre la parole, se dit, tiens, l'Europe quand même a certains atouts? Non, ça fait partie des négociations habituelles. Et ça, il faut le faire. Je crois que l'Europe est beaucoup plus intelligente en proposant une zone de libre-échange. Base zéro. Allez, on recommence tout à zéro. On se met sur ce que l'on a, nous, c'est-à-dire la vérité, la raison, la justice.
Ce sont les 3 choses qui nous permettent de résister. Et je crois qu'il faut camper sur ces positions-là et inviter le grand nombre de pays, ce qui fait l'Europe aujourd'hui. Si j'allais jusqu'au bout, je vous dirais qu'il faut mettre aussi sur la table l'idée de reconstituer le libre-échange. Dominique a raison, il a besoin de règles. Les règles, qu'est-ce que c'est ? Jusqu'à présent, c'était l'Organisation mondiale du commerce qui disait la justice lorsqu'il y avait des heurts. Et aujourd'hui, là, je pense que la reconstitution, mettons sur la table la reconstitution d'une organisation mondiale du commerce qui est empêchée, vous le savez, parce que depuis le dernier passage de Trump à la Maison-Blanche, on a bloqué la nomination des juges. Donc il n'y a plus de juges pour juger. La mise en scène de Trump, hier, il était avec les ouvriers du charbon. Et regardez, Elisabeth, là, il est avec le milieu des voitures automobiles américaines. Et voilà, mise en scène. Alors là, il y avait la version Tesla. Là, c'est la version un peu plus, je ne sais pas comment dire, sport et polluante, disons. Hein. Oui. Mustang, etc. Première victime des droits de douane, l'automobile américaine. Oui, alors, et le bilan carbone est un peu moins bon, disons. On se demandait s'il irait faire un golf après la dernière annonce, mais pas cette fois-ci, parce qu'on n'est pas vendredi, comme la semaine dernière. Mais oui, la testostérone de la voiture, enfin, que l'image de la voiture, c'est pour lui toujours flatteur. Et puis, l'industrie automobile aux États-Unis, c'est quelque chose. Donc c'est extrêmement important. Il doit rassurer les ouvriers dans les usines qui s'inquiétaient pour leur retraite, qui sont partis en bourse, parce que c'est... Et on l'écoute. Quand on y pense. Roger Penske est un très bon ami. On se connaît depuis longtemps. Et il a été distingué d'ailleurs il y a quelques années par la médaille du Congrès, version civile de cette médaille du Congrès. Et je disais effectivement qu'il y a toute une équipe qu'ils avaient déjà une grande réussite il y a déjà quelques années, qui s'est encore confirmée. Et je dois dire que d'autres pays, la France, l'Allemagne, d'autres constructeurs investissent parfois pour faire des beaux véhicules, mais peut-être pas assez. Là, il est avec l'automobile américaine. Hier, il était avec le milieu du charbon. Hier, il parlait du charbon propre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette manière d'envoyer paître le reste du monde. C'est-à-dire que il parle souvent d'arnaque verte. Et on sent bien à quel point les contraintes économiques, écologiques, le monde entier lui a dit ce que tu es en train de faire, il ne faut pas le faire, il le fait. Non, mais il y a une capacité géniale en termes de communication. C'est très impressionnant. Ce matin, ou hier, cette nuit pour nous, il plantait un magnolia. Il plantait dans le jardin, comme on le fait en France, le Premier ministre, dans le jardin de Matignon. Il jouait au golf. Elisabeth le rappelait à l'instant. On l'a vu quasiment monter dans une Tesla. On le voit avec des constructeurs automobiles. Il a une capacité à être cool par rapport au sujet. Oui. Il a utilisé des verbes parfois assez crus, et il parle comme tout le monde. Voilà. Et nous, il est très fort. Et nous, on a une capacité quand même à avoir du sang-froid, je trouve, en Europe. Parce qu'on ne s'est pas énervé. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'on a été mou. Non, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire, vous savez, j'ai un copain qui travaille pour l'Europe qui me disait, mais Trump, il s'est pas mis une balle dans le pied, il s'est mis une balle dans le genou et il va s'en apercevoir. Peut-être qu'il s'en aperçoit, peut-être que c'est une nouvelle partie de bluff, peut-être que demain il changera d'avis, mais l'Europe a raison, riposte graduée, elle estime, je pense qu'elle pense que le temps joue pour elle. Quel est le fond de sa pensée, Alain Madelin ? Je rappelais tout à l'heure que vous êtes un libéral historique. Il dit « je suis un nationaliste ». Quel sens ça ? Est-ce qu'il est en train de mettre en œuvre une politique économique nationaliste ? Mercantiliste, oui. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi exactement ? Mercantiliste, c'est l'illusion de la balance du commerce. On a créé la science économique à partir de cette illusion pour la réfuter. C'est comme ça que sont nés les premiers économistes français, les premiers économistes du monde d'ailleurs. C'est une illusion, la balance du commerce. On ne va pas le développer ici, mais on imagine que c'est ça qui fait la richesse. Non, c'est beaucoup plus complexe l'échange, surtout aujourd'hui. Enfin, il y a un pays qui est en déficit, il y a un autre. Même la balance du commerce, ça ne veut plus dire grand-chose. La balance du commerce, il faut ajouter la balance des services. Puis à la balance des services, il faut ajouter, bien évidemment, les échanges financiers. Quand un Français, par exemple, exporte aux États-Unis, il gagne de l'argent, mais il va peut-être le ramener aux États-Unis en prenant des participations dans des entreprises ou en achetant
des bons du Trésor américain. Et c'est grâce à cette commerce international et c'est grâce à l'argent des Français qui vont le placer dans les bons du Trésor américain que privilège exorbitant de l'Amérique peut s'en noter autant qu'elle le veut. Le libre-échange, je vous entendais parler de éloge du libre-échange. Par parenthèse, pour ceux qui s'intéressent à la vie politique française, tous ceux qui critiquaient le libre-échange avec beaucoup de férocité, aujourd'hui en font l'éloge, particulier aux deux extrêmes. Parenthèse fermée. Là, ces images où on voit, alors il est avec des représentants de la fédération de pilotes. Hein, ouais. Et je rappelle hier donc avec les ouvriers, rappelez-vous quand il a annoncé les droits de douane, il était avec des ouvriers de l'automobile déjà. Ouais. Hein. Pour lui, tout ça se tient. Il est obsédé par l'automobile européenne, qu'il faut surtout le Volkswagen et Mercedes. Il les déteste. Et il veut soutenir l'automobile américaine. Avec d'ailleurs un raisonnement assez curieux. L'Europe exporte 1 million d'automobiles aux États-Unis. C'est beaucoup, effectivement. Mais les Européens ne veulent manifestement pas acheter des voitures énormes américaines qui iraient assez mal dans les rues de Paris. Parce qu'elles ne sont pas compétitives. Elles ne sont pas très compétitives. Elles ne sont pas compétitives, c'est tout. Quand les voitures américaines sont compétitives, il y a 150 000 Tesla en France qui roulent depuis 5 ans. On ne peut pas dire que l'Europe est bloquée et interdit les Tesla. Donc quand on a ça sous les yeux, on se dit, mais en fait, c'est exactement l'inverse de ce que nous dit Donald Trump. Il y a un autre élément quand même qui joue un peu. Trump a gagné la première élection présidentielle et la seconde sur l'Amérique profonde et sur les swing states. Donc, il résonne à chaque fois sur l'électorat des swing states. Il faut regarder où sont les industries automobiles. Hein. C'est l'électorat des swing states. Donc, il a toujours ça présent à l'esprit. Ce qui compte, c'est l'intérêt du président et l'intérêt de mes électeurs. C'est pas grand, mais en tout cas, ça marche. Et c'est pas la première fois, en fait, que Trump, puisqu'on s'interroge sur pourquoi il a fait ce recul, c'est pas la première fois sur l'Ukraine, d'une certaine façon. Il a fait la même chose. Il a fait monter très très haut les enchères, et finalement, aujourd'hui, il continue de livrer des armes, et ses accents poutiniens ont un peu baissé d'un ton, quand même. Il a fait ce qu'il a fait aussi. Ouais. Et on l'écoute à nouveau, oui. Et on l'écoute à nouveau. Alors, je vous voyais réfléchir tout à l'heure pendant la pause. Vous avez mis cette pause. J'ai vu que les gens commençaient à avoir un petit peu peur. Et c'est pour ça que j'aime ces champions. Parce qu'il n'y a pas d'autres présidents qui ont fait ou qui auraient fait ce que j'ai fait. Il fallait que ça se fasse. Il fallait que ce soit fait. Et ce qui s'est passé par rapport au commerce, pas simplement dans les échanges avec la Chine, même si c'est la Chine qui a vraiment le plus abusé de toute l'histoire, mais il y en a eu d'autres. Donc ce que j'ai fait, il fallait le faire. On ne pouvait pas continuer comme ça. La Chine a fait 1 trillion de dollars d'échanges commerciaux avec les États-Unis. Alors, voilà, on met la pause, on est revenu là-dessus, en tout cas pour un certain temps. Et on fait 2 milliards par jour quand même d'échanges commerciaux. Et Roger l'a dit, Josh Schwab était là il y a quelques instants, qui est un financier de premier ordre. Et il disait que ça faisait 40 ans qu'il attendait que quelqu'un se résolve à faire ce que je viens de faire en un mois. Et si on ne peut pas faire autrement, si on ne le faisait pas, c'était pas durable. On n'allait pas pouvoir tenir dans la durée. Donc je suis fière de l'avoir fait. Je pense qu'il fallait le faire. Alors, il y a plein de pays maintenant qui sont d'accord pour passer à un accord et avoir un deal avec nous, y compris la Chine d'ailleurs, qui ne sait pas forcément encore en quels termes. Et le président Xi Jinping, que je connais bien, est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Ils ne savent pas forcément encore maintenant, mais je sais qu'ils veulent passer un deal avec nous. Ils sont en train de réfléchir. Et puis, il y a plein d'autres pays, plus de 75 pays, très nettement, qui veulent venir ici, qui vont rencontrer le Trésor, le Congrès. On a des sénateurs, on a ici des représentants du Congrès qui sont ici également. Et ils vont parler, on va discuter, mais je pense que tout le monde va passer des accords avec nous. Je pense qu'il fallait le faire. J'ai mis une pause de 90 jours sur ces surtaxes pour les pays qui n'avaient pas eu de mesures de rétorsion. Ça, c'est pour eux, mais justement, comme la Chine avait pris des mesures de rétorsion
elle ne fait pas partie de ce train de mesures de suspension. Donc, je pense que quand même, au final, on va avoir quelque chose dont personne n'aurait osé rêver même. Je pense qu'on va vraiment avoir quelque chose, au final, quelque chose de très bien. Mais vous savez, parfois, il faut tailler dans le vif et il y a des choses qu'il faut faire, il faut s'y résoudre et c'est ce que j'ai fait. The Prime Minister of Greece just told Breitbart's Matt Boyle that he thinks absolutely the European Union and the United States could work out a trade deal that's win-win. Premier ministre de la Grèce disait il y a quelque temps qu'on pourrait tout trouver un accord avec l'Union européenne, un deal qui serait bon pour tout le monde. Alors déjà, je vous dis que c'est quelqu'un de bien et moi je suis tout à fait disposée à discuter avec eux. On va avoir un accord avec la Chine et avec tous les partenaires concernés. Moi, je veux quelque chose d'équitable, c'est tout. On aura des deals qui seront équitables et pour tout le monde. Jusqu'à présent, ils ne l'étaient pas pour nous. Ces accords commerciaux, ils n'étaient pas équitables. Vous savez, quand on a une dette gigantesque telle que la nôtre, c'est pas par hasard. Il y a une raison. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont abusé de notre pays. Ils nous ont volé, littéralement, pendant des dizaines d'années. J'avais l'âge de ces gars-là qui sont à côté de moi. J'étais jeune, c'était le bon vieux temps, hein, Roger. Bref, j'étais comme ces messieurs jeunes, et c'était déjà comme ça, et rien n'a changé, rien n'a été fait. Donc moi, je l'ai fait déjà dans mon premier mandat. Je pense que je l'ai bien fait. On a sorti des centaines de millions de dollars de la Chine. Après, il y a eu la Chine qui, au passage, a été à l'origine du Covid, qui a mis un frein à tout ça. Et après, il y a eu ces élections qui nous ont été volées. Mais lorsqu'on est revenu, effectivement, les marchés sont remontés plus haut qu'avant le Covid. Donc on a fait du bon travail, mais on n'a pas eu le temps à l'époque de tout faire. Les choses très importantes, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous savez, c'est comme lorsqu'on est chirurgien, faut être patient. Et Joe Biden nous a remis un pays qui, franchement, allait pas bien du tout au plan économique. Ils ont laissé les Chinois et d'autres pays se permettre un certain nombre de choses. Et le pire, peut-être encore, de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé entrer des millions de gens dans notre pays, pour certains qui étaient des voleurs, des gens qui étaient des détenus qui arrivaient des prisons du monde entier, des gens qui sortaient d'institutions psychiatriques, des personnes qui étaient donc perturbées mentalement et qui ont été introduites dans notre pays. Et je pense que là, vraiment, maintenant, on fait un excellent travail. On va se débarrasser de ces personnes-là. Et la Cour suprême nous soutient par rapport à ça. Il y a des juges qui vont essayer de lutter, qui voudraient qu'on reprenne à nouveau des gens, en particulier issus des prisons vénézuéliennes. Vous vous rendez compte que, par exemple, il y a cet homme qui a appelé la police dans le Colorado et sont arrivés des voleurs vénézuéliens, ils lui ont coupé les doigts. Ils lui ont dit « T'as appelé la police, pose ta main » et ils lui ont littéralement tranché les doigts. Donc on ne peut pas accepter ça. On a entendu le président Trump qui précise ce qu'il estime être sa victoire. Il va jusqu'à dire, vous l'avez entendu, qu'il pense que les Chinois sont mûrs pour céder, pour aller à la négociation. Il dit peut-être qu'ils ne le savent pas encore, mais ils vont en vouloir négocier. Étonnante déclaration. Non, mais si on voit une stratégie là-dedans, moi, pardon, un chapeau. Il y a deux informations quand même. Et effectivement, Dominique Seux a tout de suite vu les informations. Je vais juste te dire que sur le principe, il applique évidemment les leçons de son mentor Roy Cohn, ne jamais admettre une erreur. Il n'admettra jamais qu'il s'est trompé, jamais, et se victimiser le cas échéant. De toute façon, il aura raison, il avait tout prévu. À mon avis, ça n'est pas le cas. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, il faut bien replanter le décor. On est dans un moment où il accorde, si on peut employer ce verbe, une pause de 90 jours au monde entier, sauf la Chine. La Chine, il la frappe avec vraiment le marteau le plus lourd, de 125% de droits de douane, et il est là, au milieu des représentants de l'industrie automobile, à dire « je suis en train de gagner ». C'est pour ça que je vous disais que pour nous, on a 90 jours de spectacle entre la Chine et l'Amérique. On peut être cool, on regarde. On va regarder. On va défendre, je crois qu'il faut le faire, l'idée d'une zone de libre-échange transatlantique. Je ne sais pas si ça aboutira, mais en tout cas,
Musk l'a souhaité, la Commission l'a souhaité. Il faut aller aussi loin que possible dans cette histoire. Mais sur le fond, il n'en reste pas moins, ce que je vous disais tout à l'heure, que nous sommes dans une crise de liquidité, nous y étions déjà, nous nous aggravons parce que, tout simplement, plus personne n'a confiance dans la parole, le sérieux, le respect des contrats de l'Amérique. Un exemple, un seul, mais il est terrible, que les Allemands retirent leur or des États-Unis. Ça veut dire, nous, Allemands, on n'a pas confiance, on n'a plus confiance dans la parole des États-Unis. Vous vous rendez compte comment cette onde de choc se répercute sur les marchés ? Qui croit encore aux États-Unis ? Et vous vous rendez compte quel président les États-Unis ont à leur tête ? Alors, il y a deux éléments quand même dans ce qu'on entend ce soir. Je n'ai pas vu d'insultes pour les pays comme il y en avait la nuit dernière et la nuit d'avant. Et donc, est-ce que c'est son équipe de communication ou le secrétaire au Trésor qui lui a dit qu'il faut peut-être calmer le jeu ? Même sur la Chine, il n'y va pas à fond. Le deuxième élément que je retiens, moi, c'est que, quoi qu'il en soit, il restera quand même une taxe de 10%. C'est-à-dire, ça veut dire que le monde de demain, quel qu'il soit, ne sera pas le retour au monde d'avant Trump. Et donc 10%, ça reste beaucoup. Pour l'Europe, ça passe ce soir, pour 90 jours, de 20 à 10%. C'est vrai que nous passons ce soir l'Europe du banc de la cible au banc du spectateur, du match entre Pékin et Washington. Mais les droits de douane, il y aura des droits de douane encore. Les droits de douane ont été utilisés par Trump, à la fois par conviction, il n'y a aucun doute, pour moi, il n'y a aucun doute, mais aussi comme moyen de braquer, de soumettre. Et je crois que derrière cela, il y a une vision politique qui va au-delà des droits de douane. Je veux soumettre. Je suis le Césaro empereur des États-Unis, et maintenant je braque tout le monde, je vous force à venir, je vous force à discuter. Et rien que ça, c'est déjà une grande satisfaction pour lui. Je le regardais là tout à l'heure, il disait, mais j'ai eu raison, oui mais j'ai eu raison, on avait presque le sentiment qu'il s'était fait engueuler par des gens, et qu'il arrivait, mais non, finalement, non, c'est bien, j'ai raison, mais si j'ai raison. On est dans une situation où, manifestement, il va avoir besoin de trouver une victoire. Et la victoire, je le répète, c'est pour lui le sentiment de soumission des autres. Et ça, il ne faut pas que l'Europe lui donne. Quel est le risque quand même pour les autres ? C'est-à-dire, il faut rappeler une nouvelle importante de cette soirée que Éric Lombard a donnée ce soir à TF1. C'est le 0,7% de croissance de prévision. La France qui révise à la baisse sa croissance. Est-ce que malgré tout, c'est quand même un signe que tout ce qui se passe là est mauvais, quoi ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Éric Lombard est venu sur le plateau, votre plateau et celui de TF1, pour annoncer sa prévision de croissance. Et à vrai dire, c'est la question que vous lui avez posée en dernier, parce que Donald Trump est au centre de la pièce, et le reste est assez secondaire. La prévision de croissance de 0,7, alors elle était de 0,9, c'était pas flambard, elle est de 0,7. Je n'y crois absolument pas. Je ne vois pas comment la pagaille, et j'utilise vraiment un terme très doux, la pagaille que nous avons sous les yeux n'aurait qu'un effet de 0,2 points de croissance sur l'économie française. Ça me paraît beaucoup plus. Je crois que, d'ailleurs, si on lisait attentivement toutes les dernières notes de l'INSEE, on tournait avant la guerre tarifaire autour de 0,5, 0,6. L'hypothèse existe-t-elle, c'est celle de Trump, que, en revanche, la croissance américaine se porte bien. Au fond, que le monde entier voit sa croissance en baisse et que les États-Unis se portent mieux. C'est son idée. Est-ce que c'est possible ? Alors là, pas cette année. Pas cette année, parce que la plupart des prévisionnistes disent que c'est une croissance qui va être, alors elle était de 5, de 2, elle va passer à 1, et c'est... Goldman Sachs dit, je crois, ou Morgan Stanley, je ne sais plus très bien, il y a 45% de chances ou de risque que ça bascule en récession. Parce qu'à court terme, qu'est-ce qui se passe quand il y a des droits de douane avec la Chine ? Vous avez des pénuries. Soit il y a un doublement des prix, inflation, soit il y a des pénuries. Ça veut dire que où les Américains vont trouver des ordinateurs, des grille-pains, des vêtements, etc. Donc il y a un moment. Alors peut-être qu'après les usines se reconstruisent, mais honnêtement, elles ne vont pas se reconstruire en 24 heures.